Voilà, aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le dernier axe du domaine 1, intitulé L'idée d'une philosophie africaine. Maintenant, il y a peut-être beaucoup de débats que l'on agite autour de cette question-là, de ce problème. Mais nous, notre objectif, c'est, encore une fois de plus, de définir la philosophie, puisque, d'une certaine manière, tout le domaine 1 est consacré à la nature de la réflexion philosophique. Et c'est ainsi que ça a été intitulé. L'intitulé en tant que tel, peut-être mériterait qu'on s'y arrête un peu, puisqu'on dit bien l'idée d'une philosophie africaine. La première question, c'est pourquoi on ne dit pas la philosophie africaine tout court, mais plutôt son idée. Et ensuite, on ne parle pas d'ailleurs de la philosophie africaine, mais d'une philosophie africaine. Ces deux mots-là, idée et l'idée d'une philosophie africaine, méritent peut-être une petite analyse, puisque en principe, on peut entendre ici par le mot idée, tout simplement une hypothèse. En effet, une hypothèse est une idée qui n'a pas encore été validée par l'expérience si nous sommes dans la logique scientifique. Donc une hypothèse, ce n'est pas encore une réalité. C'est tout simplement une idée à confirmer, une idée à vérifier, une idée à valider. Ce qui signifie que donc, on parle bien d'une hypothèse, l'hypothèse d'une philosophie africaine. On se dit aussi que la philosophie, on aurait pu tout simplement utiliser cet article-là au lieu de d'une philosophie. Puisque dans le champ dans lequel nous nous situons aujourd'hui, quand on considère l'histoire des rapports que nous avons eus avec l'Occident, évidemment, dans ce champ-là, à chaque fois que l'on parle d'une science, d'une philosophie, d'une religion, d'une morale, la plupart du temps, on entend, n'est-ce pas, par cette expression, une philosophie autre qu'occidentale, une religion autre qu'occidentale, une morale autre qu'occidentale, et ainsi de suite. Ce qui donc revient à dire qu'il s'agit de l'hypothèse d'une philosophie qui ne serait pas occidentale. Donc l'intitulé est déjà révélateur d'un certain nombre de problèmes et de questions à résoudre. Mais justement, la première question, tout naturellement, pour ce qui nous concerne, c'est de répondre à la question: qu'est-ce que la philosophie africaine? Ou qu'est-ce qu'une philosophie africaine? Mais là, on dira bien, qu'est-ce que la philosophie africaine, dans le sens où il y a un matériau, des textes écrits, que l'on désigne, n'est-ce pas, par cette qualification de philosophie africaine. Donc, cette réalité-là, on ne peut pas l'exclure. Il y a bien quelque chose qui peut justifier que l'on puisse parler d'une philosophie africaine ou de la philosophie africaine. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'un philosophe africain du nom de Poulain Moutondi, un philosophe béninois, il répond à cette question en disant, comme c'est écrit ici, n'est-ce pas, au tableau, que la philosophie africaine est l'ensemble des textes écrits par des Africains et des africanistes, et que eux-mêmes qualifient de philosophiques. Cette définition est tout aussi problématique que l'intitulé que nous venons d'expliquer un peu.
nous attirons d'abord l'attention sur la référence au texte écrit comme modalité d'expression de cette philosophie-là, puisqu'il a dit que c'est l'ensemble des textes écrits. Il y a quelque chose de surprenant dans la mesure où nous sommes dans un continent qui peut-être à tort a toujours été désigné, a toujours été qualifié de continent de l'oralité, d'une culture, n'est-ce pas, de l'oralité, d'une civilisation de l'oralité. Alors, dans un espace culturel dans lequel précisément prédomine ce mode d'expression qu'on appelle l'oralité, le fait de dire que donc la philosophie africaine est un ensemble de textes est en soi un problème. Ensuite, il y a peut-être à s'arrêter un peu sur la valeur de l'écriture et ce que cela signifie. L'écriture est une modalité de la philosophie. Quand on dit souvent que Platon est le vrai père de la philosophie, c'est dans le sens où il a été sans doute le premier à systématiser par l'écrit la philosophie, à lui donner ainsi une orientation tout à fait particulière en tant que mode de pensée. Socrate est le maître sans doute, mais n'ayant pas écrit, on pourrait considérer Platon à juste raison comme étant le fondateur. Si l'on ajoute à ce passage, n'est-ce pas, à l'écrit, la création de l'école, celle de Platon était appelée l'académie, c'est comme si, à partir du moment où la philosophie s'exprime par l'écriture, elle devrait plutôt habiter cette institution que nous avons appelée école, parce que précisément elle-même est devenue une institution. Cela signifie que donc cette référence à l'écriture n'est pas naïve. Elle soulève beaucoup de questions. Mais sur ce plan-là, Socrate, encore une fois de plus, nous édifie dans le Théâtre, qui justement est un dialogue de Platon qui est consacré à la définition de la science. Dans le Théâtre, Socrate affirme qu'au fond, on ne peut enseigner que ce qui est écrit. Car ce qui est écrit, c'est ça qu'on appelle proprement science. Cela signifie donc qu'on ne peut apprendre que ce qui est science. Puisque la question c'était de savoir, est-ce que on pouvait considérer la rhétorique comme une science? Et évidemment, si c'est une science, ça signifie que la rhétorique s'enseigne. Et dans ce cas-là, il faut lui chercher des maîtres, il faut peut-être aussi la loger dans une école ou dans une institution. Donc, on voit que donc, cette référence à l'écriture renvoie à un sens spécial du mot philosophie, en tant que la philosophie est par nature écrite. Le fait de dire que donc la philosophie africaine est un ensemble de textes écrits et non pas de discours oraux, un discours oral si on veut, cela déjà, n'est-ce pas, et il me semble une sorte d'attaque. On verra bien quel est le sens, n'est-ce pas, de cette attaque-là et à qui elle est dirigée. Ensuite, il a désigné aussi les sujets de cette philosophie. Il a dit que cette philosophie elle est écrite, elle est dans des textes écrits, et il a dit qui a écrit ces textes-là. D'abord, il parle des Africains. Sans doute, il parle assez, il évoque ces intellectuels, n'est-ce pas, africains, qui, on ne l'oubliait pas, étaient formés à l'école occidentale, formés, j'allais même dire, à la philosophie occidentale,
et qui par contre, et qui par cela même, j'allais dire, excusez-moi, adopte un sens du mot philosophie tout à fait spécial, tout à fait spécifique. C'est peut-être le sens technique. Et pour cette raison-là, on pourrait peut-être croire que ces sujets africains sont tout aussi problématiques. C'est le sens d'ailleurs de Eboussi Boulaga, dans une de ses œuvres intitulée La crise du Moundou. Il fait la critique du sujet africain dans sa prétention à philosopher. Il termine d'ailleurs par dire qu'il n'y a pas de philosophie africaine, puisqu'il n'y a pas de sujet africain pour concevoir cette philosophie-là. On pourrait peut-être comprendre par là qu'il n'y aurait pas, n'est-ce pas, comme le soutiendrait Cheikh Anta Diop, cette unité culturelle de l'Afrique noire. En cela même que l'Afrique a connu beaucoup de crises consécutives à l'esclavage, consécutives aussi à la colonisation qui va suivre après. Tout cela a participé à disqualifier nos modes de vie et nos modes de pensée au profit de modes de vie et de pensée venus d'ailleurs, principalement de l'Occident, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, du monde arabo-musulman. Dans les deux cas, les cultures traditionnelles ont été largement entamées. Ce qui fait que donc, nous avons affaire en réalité à une Afrique arabo-musulmane, porteuse d'une culture peut-être différente de la culture que porte l'Afrique chrétienne, l'Afrique traditionnelle, païenne, etc. Cette pluralité d'Afrique, évidemment, rend difficile l'usage de cet adjectif africain. Comme si la philosophie africaine reste problématique parce que précisément il n'y a pas un sujet qui pourrait se désigner comme africain pour produire, n'est-ce pas, cette philosophie-là. À y regarder de près, on voit que les titres des œuvres qui ont été publiées, auxquels pense Ntondi lorsqu'il définit la philosophie africaine comme des textes écrits, les titres de ces œuvres-là sont assez révélateurs de cet esprit que nous sommes en train d'évoquer. Parce qu'il s'agit de philosophie bantou. Les Bantous, c'est un peuple de l'Afrique centrale. Dans d'autres publications, il est question de philosophie yoruba. Dans d'autres publications, il est question de philosophie rwandaise de l'être, je pense ici à Alexis Kagame. Dans d'autres recherches, il s'agit de philosophie des Dogons, au Mali ici, avec les travaux de Marcel Griol et Edmond Sissi, qui ont fait des enquêtes sur les Dogons. Ici même au Sénégal, on parle de philosophie morale des Wolofs, avec le professeur Alassane Sylla. On voit que toutes ces philosophies sont quelque peu caractérisées par une référence à l'ethnie. L'ethnie est une communauté immédiate. C'est donc la philosophie africaine doit être confinée dans les frontières étroites, n'est-ce pas, de l'ethnie. À quel titre pouvons-nous parler d'une philosophie africaine et non pas des philosophies qui seraient propres à toutes les ethnies, n'est-ce pas, africaines? Ce qui nous renvoie à l'idée d'une pluralité, n'est-ce pas, de philosophies, et que l'on désigne abusivement comme étant tout simplement une et une seule philosophie africaine. Mais on parle aussi d'un autre sujet qui cette fois-ci est africaniste. La première question, bien sûr, qu'est-ce qui distingue un Africain d'un africaniste? Eh bien, l'Africain, c'est tout simplement qui est né ici, qui peut-être a appris en Occident, mais qu'importe, il est africain, il est né dans ce terrain et il se reconnaît comme africain, tout simplement. Souvent d'ailleurs, ce sont des intellectuels qui revendiquent leur appartenance, n'est-ce pas, à l'Afrique, qui revendiquent, comme parlerait Senghor, leur africanité. Les africanistes, en revanche, sont souvent des spécialistes de l'Occident.
La plupart du temps, c'est des spécialistes en sciences humaines, tels que l'anthropologie, tels que l'ethnologie. Bref, ce genre de sciences dont l'objectif est la connaissance des modes de vie et des modes de pensée des Africains spécifiquement, c'est-à-dire de tous ces gens-là dont on disait avant, dans la philosophie et la science occidentale, qu'ils étaient des primitifs. Et cela montre déjà la difficulté à investir une sorte de confiance en ce sujet qu'on appelle africanisme. Dans la mesure où c'est lui-même qui avait systématiquement nié à l'Afrique son humanité. Parce que quand on dit d'un peuple qu'il n'a pas de science, qu'il n'a pas de philosophie, qu'il n'a pas de morale, qu'il n'a pas de religion, ça signifie que ce peuple-là n'a pas de culture. Et il y a des théories occidentales dans lesquelles précisément on a procédé à une hiérarchie des cultures, sans doute influencée par les théories évolutionnistes de Charles Darwin. Ils disent qu'à l'échelle la plus basse de la culture, il y a la sauvagerie. Maintenant, à l'étage au-dessus, on disait qu'il y a la culture et la civilisation avec grand C. Et là, c'est là où se situe l'Occident. Ce qui justifie la mission civilisatrice, c'est précisément que l'Occident a senti la nécessité de tirer un peu cette partie, n'est-ce pas, de l'humanité qui n'était pas encore civilisée vers la civilisation afin de pouvoir installer un dialogue, afin de pouvoir installer un commerce. Commerce dans le sens où il faut échanger économiquement parlant, socialement, culturellement et ainsi de suite, dans ce sens-là. Et c'est ça qu'on appelle la mission civilisatrice. Quand tu veux civiliser quelqu'un, tu supposes a priori qu'il n'a pas de civilisation. Donc, on voit tous les problèmes. Parce que si ceux-là qu'on appelle les africanistes aujourd'hui sont les héritiers précisément de cette école, de ces théories, n'est-ce pas, racistes justement, comment se fait-il que c'est eux qui, paradoxalement, ont écrit sur l'Afrique et ont désigné leur production de philosophie? Là, je pense au révérend père Placide Tempels, qui a publié Philosophie Bantou en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le seul fait de prétendre, de prêter aux Bantous la possession ou l'existence d'une philosophie est en soi problématique si précisément on est venu pour humaniser, n'est-ce pas, le Bantou. Car je ne vois pas comment le Bantou pourrait être possesseur d'une philosophie, justement s'il n'est pas un être humain. Car je ne peux pas penser, je ne peux pas croire qu'un animal pourrait philosopher. Ça, je ne peux pas le croire. Donc, le sujet africain lui-même est problématique, précisément parce que peut-être il est en train de se racheter à la suite d'une longue entreprise de négation dont il a hérité précisément de ses ancêtres. Ce sujet-là aussi, il n'est pas fiable. Et j'allais dire, je ne peux pas croire en ce qu'il dit et en ce qu'il affirme. Donc, nous avons une philosophie qui a été caractérisée, elle est écrite. Nous avons des sujets qui ont écrit cette philosophie-là. Et nous avons montré dans quelles difficultés nous sommes, du point de vue même de l'état d'esprit de ces philosophes-là, puisque même si c'est un Africain formé à l'école occidentale,
Je me demande si ce qu'il fait en Afrique, c'est réellement de la philosophie africaine. Là, je voulais rappeler un propos très sage de Louis-Vincent Thomas. Louis-Vincent Thomas exhortait les élites africaines, les intellectuels africains, sur un fait. Il a dit, il ne faut pas que la philosophie africaine soit pour nous la philosophie occidentale en Afrique. Là, il est en train de désigner du doigt, en fait, tous ces intellectuels qui ont été formés à la philosophie occidentale, qui reviennent chez nous et qui nous voient comme expérience philosophique que précisément le modèle occidental. Et c'est ce modèle-là qui fonctionne comme étant une norme à partir de laquelle on décréterait le caractère philosophique d'une production qui serait extérieure à l'Occident. Donc, les sujets sont là. Ils comportent tous les deux, n'est-ce pas, des problèmes. Parce que le risque pour l'Africain, c'est de faire de la philosophie occidentale en Afrique. Le risque pour l'africaniste, c'est peut-être de prêter, n'est-ce pas, à l'Afrique une philosophie qui, à l'examen, n'en est pas peut-être tout à fait une. Maintenant, il y a le mot de la fin dans cette définition proposée par Untonji. Il dit que c'est ceux qui ont produit ces textes-là, c'est eux-mêmes qui qualifient leurs textes de philosophie. Là, s'il n'y a pas de l'ironie, en tout cas, il y a une petite attaque. Parce que justement, le fait que les sujets eux-mêmes qualifient leur production de philosophie ne signifie pas que ces productions-là sont philosophiques réellement. Ce qui revient à dire, qu'est-ce que alors la philosophie africaine? Et plus généralement, qu'est-ce que la philosophie? Car apparemment, la manière dont nous-mêmes nous avons engagé ce débat, évidemment en prétextant Untonji dans sa définition de la philosophie, eh bien montre suffisamment que nous avons affaire à la question qu'est-ce que la philosophie? Voilà pourquoi je disais, dès l'entame de mon propos, encore une fois de plus, nous avons affaire au problème de la définition, car d'une certaine manière, c'est lui qui circule du premier axe au dernier axe, n'est-ce pas, de ce domaine. Donc, après avoir expliqué ce propos, n'est-ce pas, de Untonji, qui définit effectivement la philosophie africaine, on a tout le sentiment qu'il y aurait peut-être une divergence de vue sur ce qu'on pourrait appeler la philosophie africaine. Et c'est ça qui va apparaître dans ce qui suit, puisque justement c'est à cette question que nous allons répondre. Mais cette fois-ci, à partir un peu de l'histoire, n'est-ce pas, de cette philosophie africaine, à partir un peu de ce qu'on pourrait appeler cette aventure intellectuelle africaine. Eh bien, puisque précisément c'est une histoire, on gagnerait peut-être à chercher des étapes dans ce long processus, des étapes dans ce chemin que les Africains, n'est-ce pas, ont emprunté, et il me semble qu'ils l'ont bien, n'est-ce pas, défriché. On a évoqué philosophie bantoue du révérend père Placide Tempels. Il est bon peut-être d'examiner un peu ce qui y est écrit et de l'analyser afin de bien comprendre ce que je qualifierais ici de la première étape de ce parcours intellectuel, de cette aventure. Alors, quand cette œuvre a été publiée, évidemment, jusque-là, on parlait encore de littérature africaine, d'histoire africaine, et ainsi de suite. Mais philosophie africaine, ça, c'était déjà une expression qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu intellectuel. Dans le texte du révérend père Placide Tempels,
Celui-ci affirme en réalité que les Bantous, ils ont une philosophie. Les Bantous possèdent une philosophie. Mais il ajoute que les Bantous ne savent pas qu'ils possèdent une philosophie. C'est à lui, le missionnaire belge, de révéler cette philosophie, de l'exprimer par écrit, afin que les Bantous puissent apprendre leur philosophie, sans doute dans une institution telle que l'école. Si je me résume sur ce point, il affirme tout simplement l'existence d'une philosophie inconsciente. Le sujet possède une philosophie, mais il ne sait pas qu'il possède une philosophie. Alors, cette idée-là, elle est recevable si l'on entend par philosophie ce que nous avons qualifié dans le cours précédent de métaphysique. Si on identifie la philosophie à la métaphysique, on pourrait soutenir effectivement que chaque peuple a une certaine vision du monde qui lui permet de s'identifier, qui lui permet de définir son rapport au monde en général. Donc, chaque sujet qui appartient à ce peuple ou à cette société-là est porteur de cette même vision du monde qui permettra à l'individu de se situer dans le rapport au sacré, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à sa société et dans le rapport à soi-même. Donc, cela participe de la quête de l'identité. Mais puisque c'est une vision du monde qui est partagée, qui est collective, on ne sait pas très bien si on peut réduire la philosophie à cela. Dans la mesure où c'est une vision du monde qui n'est pas pensée par le sujet lui-même, qui n'est pas réfléchie par le sujet lui-même. Car dans un sens différent, la philosophie, elle est toujours une activité individuelle et non une activité collective. En deuxième lieu, la philosophie commence par remettre en question son propre savoir, sa propre expérience du monde. Cette expérience du monde qui n'est pas encore pensée, qui n'est pas réfléchie, c'est en rompant avec elle, c'est en la remettant en question que l'on commence réellement à philosopher. Il y a un texte d'Alain qui répond à la question ce que penser veut dire. Penser. En vérité, il voulait dire qu'est-ce que philosopher veut dire. Il dit que penser, c'est dire non. Après, il précise non à quoi? Au tyran, au prêcheur. Il dit non, ce n'est pas à tous ces gens-là qu'il faut dire non. Le philosophe dit non à ce savoir qu'il porte déjà en lui. Par conséquent, celui qui veut philosopher doit, comme le dit Edmond Husserl, revenir à soi et à l'intérieur de soi-même se remettre en question. Et remettre en question tout le savoir déjà acquis. Sans cette opération de réflexion qui signifie mouvement de l'esprit vers lui-même, il n'y a pas de philosophie. Donc la philosophie est strictement individuelle sur ce plan. Alors si on parle de ce sens très technique du mot philosophie, évidemment on peut avoir des problèmes lorsqu'on affirme qu'un peuple a une philosophie, mais que ce peuple ne sait pas qu'il possède cette philosophie-là. Autrement dit, on a un problème lorsque quelqu'un a l'idée, partage l'idée d'une philosophie,
qui ne serait pas consciente. Alors, c'est cette philosophie-là dont on parle ici avec le révérend Père Placide Tempels. C'est elle aussi qui va circuler chez certains auteurs de l'époque, qui ont peut-être en commun d'être très influencés par les religions traditionnelles et qui peut-être prennent pour de la philosophie immédiatement ce qui peut-être pour certains d'autres n'est que la matière première de la philosophie, ce sur quoi peut-être devrait porter la critique justement philosophique. C'est Marcien Toa, un philosophe camerounais, qui va appeler ce genre de philosophie-là l'ethnophilosophie. L'ethnophilosophie, la philosophie de l'ethnie, une philosophie qui est centrée sur la vie de l'ethnie, qui ne va pas au-delà de l'ethnie et qui ne peut donc concerner tout un continent. Et là, je l'ai déjà expliqué, rien qu'à voir les titres des œuvres qui sont produites en cette matière, on peut être d'accord avec Marcien Toa que c'est précisément ce genre de philosophie-là. Donc il s'agit là d'une philosophie qui est simplement vécue et qui n'est pas pensée. On appelle ça la métaphysique. Chaque homme peut la revendiquer, car chaque homme porte la vision du monde, de sa société, cette vision du monde qui structure sa culture, c'est-à-dire sa manière de penser, sa manière d'être et sa manière de faire. Ça, c'est la métaphysique dans sa forme ordinaire. Si je le dis, c'est parce que Kant va préciser qu'il y a une autre forme de la métaphysique qu'on pourrait appeler la métaphysique savante. C'est la métaphysique pensée et réfléchie par des auteurs, surtout les auteurs modernes, n'est-ce pas d'ailleurs, parce qu'on l'évoquait dernièrement, la métaphysique est plus qu'actuelle, puisque ce sont les auteurs modernes qui la mettent en scène, avec des questions et des interrogations portant sur l'être, sur le non-être, sur l'étang, sur le temps, sur l'espace, etc. Ça, c'est précisément des pensées et des réflexions qui sont philosophiques, qui sont métaphysiques. Ça, c'est la métaphysique des savants. Elle est écrite. Donc, sur l'ethnophilosophie, Umtongji, notre auteur de départ, dit qu'elle est doublement traître. Car l'ethnophilosophie, dit-il, trahit et l'ethnologie et la philosophie. À ce propos, il aimerait rappeler justement une affirmation de Karl Jaspers dans son introduction à la philosophie, qui dit que la philosophie, toute philosophie, commence par le doute. Le doute à la manière de Descartes. Toute philosophie commence par la remise en question. Toute philosophie commence par la rupture. Donc, ce que les Africains devraient faire pour revendiquer une philosophie qui serait réellement une, évidemment, c'est de porter la critique sur ce que le révérend Père Tempels appelle philosophie et que nous avons qualifié en réalité de métaphysique. C'est en ce moment qu'on commencera la philosophie. Je dis ceci, les Africains doivent prendre la décision de soumettre tout le héritage culturel et intellectuel à une critique sans complaisance. Et c'est en ce moment seulement, estime-t-il, qu'on pourrait parler de philosophie africaine. Donc, à ses yeux, la philosophie africaine n'est pas encore, elle est africaine. Là, nous avons affaire à un sens spécial du mot philosophie. Ce n'est plus cette philosophie, n'est-ce pas, vécue par l'individu, portée par lui, même s'il n'a pas cherché à la porter, car il la porte par le seul fait de son appartenance à une société et à une culture, à cette conception de la philosophie, à ce sens du mot philosophie, qui est un sens existentiel. Les critiques
adopte le sens technique du mot philosophie comme une modalité tout à fait déterminée de la pensée et qu'il faut distinguer des autres domaines de la culture que sont la religion, la morale et la science. Donc, la philosophie est bien une pensée, exactement comme la métaphysique première. Mais si cette métaphysique-là n'était pas pensée, elle n'était pas réfléchie et mûrie, la pensée philosophique, elle, est réfléchie et mûrie. Parce qu'avant qu'elle ne soit produite, il a fallu une rupture à la base, il a fallu une rupture, n'est-ce pas, au fondement, au commencement de la réflexion. Voilà pourquoi la philosophie n'est pas toute pensée. Toute philosophie est une pensée, mais toute pensée n'est pas philosophie. Au moins ça, on peut l'admettre. Maintenant, ce débat, porté par ceux qui adoptent le sens métaphysique ou existentiel, et ceux qui adoptent le sens technique du mot philosophie, tel que cela s'apprend en Occident, tel que nous le faisons d'ailleurs actuellement, évidemment, il y a un troisième courant qui va apparaître, qui disqualifie ce débat, comme pour le ranger dans les tiroirs de la préhistoire de la philosophie africaine. Ils disent que la question pour l'Afrique aujourd'hui, c'est comment se développer, économiquement, socialement, politiquement. Voilà la question. Donc, s'il faut philosopher en Afrique, la question est de savoir est-ce que cette philosophie-là va servir d'une manière ou d'une autre comme levier de développement pour l'Afrique. Si donc la philosophie ne peut pas servir de moyen de développement, de levier de développement, il vaut mieux peut-être s'en débarrasser, puisqu'elle devient un simple loisir. On ne peut pas se le permettre lorsque nous vivons dans l'urgence, justement, au profit d'autres activités, telles que la science et la technique, qui, elles, ont fait leur preuve comme étant des moyens efficaces de développement économique, social et politique, à l'image de l'histoire de l'Europe ou de l'Occident, tout simplement. Donc, eux, ils investissent un autre sens du mot philosophie. C'est son sens idéologique dans la mesure où la philosophie est articulée autour de questions qui, en principe, ne sont pas sa finalité, c'est-à-dire des questions de développement économique et social. Ce n'est pas ça la finalité de la philosophie. La philosophie a pour seule finalité la connaissance pour la connaissance. À chaque fois donc qu'elle est articulée autour d'un but autre, d'un objectif autre, elle cesse d'être de la philosophie réellement pour devenir une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées orienté dans le sens d'obtenir quelque chose d'utile à soi, d'utile à sa propre conservation. Ce n'est pas ça aussi la philosophie. Autrement dit, ceux qui se posent la question, à quoi sert la philosophie africaine? À quoi servirait une philosophie africaine? Quelle est la valeur de cette philosophie africaine? Évidemment, sont en train d'interroger le sens idéologique du mot philosophie. Donc, si je me résume, dans cette aventure intellectuelle, il y a eu 3 étapes. La première étape a adopté le sens existentiel ou métaphysique du mot philosophie. La deuxième étape a adopté le sens technique, comme cela se fait en Occident, c'est-à-dire comme une modalité spécifiquement déterminée de la pensée. Maintenant, la troisième étape a consisté en une interrogation sur la valeur de la philosophie, son utilité, surtout dans un contexte où des questions de développement urgentes se posent aux uns et aux autres. Ce qui fait que donc la philosophie aurait 3 sens. Un sens métaphysique, un sens technique et un sens, j'allais dire, utilitaire.
Maintenant, ce qui importe le plus, c'est lorsque toutes ces données-là, qui constituent tout simplement une culture philosophique, doivent être utilisées à l'occasion des devoirs de philosophie. Et là, on pourrait se rendre compte que pour tous les sujets de philosophie portant sur la philosophie, donc quand la philosophie devient elle-même un objet de votre réflexion dans les devoirs que sont la dissertation pour le commentaire de texte, pour tous ces sujets, évidemment, souvent, le problème à résoudre est lié à la nature de la philosophie, au sens de la philosophie. Ou bien, le problème concerne la philosophie comme vécu, donc ça concerne la nature métaphysique de la philosophie. Et souvent, c'est un problème d'existence qui est posé. Mais aussi, il faut ajouter que ce problème d'existence d'une philosophie ne se pose que lorsqu'on n'a pas affaire à la philosophie occidentale qui, en cette matière, fonctionne comme une norme, à partir de laquelle on dira que c'est de la philosophie, vous s'en allez pas. Donc, à chaque fois qu'on interroge une philosophie, la plupart du temps, c'est la question existentielle qui apparaît. La nature existentielle de la philosophie. Ça, c'est un problème. Ou alors, vous avez affaire au problème de la nature technique de la philosophie, de son sens technique, tel que nous l'apprenons en Occident. Ou si vous voulez, à l'exemple de la philosophie occidentale. Ou alors, le problème posé est relatif à la valeur ou à l'utilité de la philosophie. Il y a que ces trois problèmes. Et chaque problème correspond à un sens du mot philosophie. Mais, je crois que tout le monde devrait voir ceci. Que la philosophie existe. Excusez-moi. Qu'une philosophie existe ou n'existe pas. Que la philosophie ait une valeur ou pas, qu'elle soit utile ou inutile, il est évident pour tout le monde que la question fondamentale, c'est qu'est-ce que la philosophie, quelle est sa nature. Puisque celui qui ne sait pas ce que c'est que la philosophie ne peut pas affirmer qu'une philosophie existe. Celui qui ne sait pas ce que c'est que la philosophie ne peut pas aussi lui attribuer une valeur quelconque. Donc, la question d'existence d'une philosophie et la question de la valeur de la philosophie suppose la question de l'identité de la philosophie, la question de sa nature. Ce qui fait que donc, si vous rencontrez le problème de l'existence d'une philosophie comme problème à résoudre dans un sujet, évidemment, soyez certain que vous ne pouvez pas clore votre journal, votre devoir, j'allais dire, excusez-moi, sans avoir répondu, sans avoir touché à la question de l'identité et de la nature de la philosophie, tout comme si vous aviez à résoudre le problème qui est lié à la valeur de la philosophie, vous ne pouvez pas terminer votre devoir sans vous interroger sur ce que la philosophie est. Parce que la question d'existence et la question de la valeur sont essentiellement liées à la question de la nature de la philosophie. Si je me résume, ça signifie ceci. Tous les sujets ayant pour objet la philosophie elle-même, en dissertation ou en commentaire, posent fondamentalement le problème de la nature ou de l'identité de la philosophie, dans tous les cas.